Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Dites-moi tout de suite si vous m'entendez bien. Comme ça, je ne vais pas parler dans le vide trop longtemps. Alors, est-ce que j'ai activé au moins? Oui. Alors, j'ai pas du tout vos retours pour l'instant. J'espère que tout est OK. Alors, je vois que vous êtes là, je vois que vous êtes connectés, mais j'ai pas de retour pour savoir si vous m'entendez bien. Ah, super, ça y est, ça arrive. Il y avait peut-être un petit lag. Ou c'est moi qui suis trop impatiente. Bonjour Marion, bonjour Bernard, bonjour à tous, bonjour Céline. OK, super. Bonjour. Alors je vais peut-être pas citer, tout le monde, d'autant que j'ai pas tous les affichages en plus. Alors bon, on va faire de notre mieux. Super. Bon, bah, je suis très contente en plus de vous retrouver dans un nouveau décor, comme vous pouvez le voir. Parce qu'on va parler d'un thème qui me tient énormément à cœur et qui tient au cœur de beaucoup de naturopathes, je pense. Il s'agit du foie, de la détox notamment, et il y a énormément de choses à dire à ce sujet. Donc, on va essayer d'être aussi hyper efficace. L'idée, c'est encore une fois que vous puissiez, alors que vous soyez déjà dans la formation ou pas, l'idée, c'est que vous puissiez vraiment comprendre ce qui se passe, mais avec quand même un point de vue plus peut-être un petit peu plus technique. Alors, avant que je vous présente d'ailleurs ce qu'on va voir, dites-moi si déjà vous avez entrepris une détox, si vous aviez si vous avez une idée en fait de ce qu'il en retourne. Est-ce que pour vous c'est important? Pourquoi ce serait important? Enfin, j'aimerais bien avoir un petit peu vos premières idées par rapport à ça. Si vous aviez déjà entendu parler justement de la détox et du foie, et cetera. Alors bon, si vous suivez la formation, j'imagine que oui, bien évidemment, mais je sais que vous n'êtes pas tous rendus au même niveau non plus dans la formation. Donc forcément, il y aura peut-être parfois des choses qui feront écho, peut-être parfois des découvertes. Et l'idée, c'est que justement, vous puissiez approfondir tout ça. Alors, pendant que vous répondez, en tout cas, si vous souhaitez me répondre, moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous savez que c'est un live, donc c'est aussi interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre vos petits commentaires, c'est toujours très agréable. On essaiera de pas trop sortir du cadre quand même, parce qu'une heure, ça passe très très vite. Mais voilà, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on puisse parler de cet organe qui est juste extraordinaire, qui est le foie. On va parler aussi de la vésicule biliaire qui lui est associée, parce qu'on ne la met pas suffisamment à l'honneur, je pense. Et puis, on va parler bien sûr de la détox. Alors, comme je vous le disais, hein, pas seulement en surface, mais aussi dans un aspect peut-être un petit peu plus technique, parce que ce sont des choses qu'en tant que naturopathe, on doit connaître et même approfondir pour pouvoir bien appréhender ce sujet, pour pouvoir bien le faire pour soi-même et pour pouvoir aussi bien le conseiller, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas forcément une cure détox valable pour tout le monde. Et l'idée, c'est encore une fois de pouvoir individualiser les choses. Alors, je vois qu'il y a plein de bonjours, donc bonjour à toutes et à tous encore une fois. Nina qui nous dit oui, j'ai déjà fait une cure avec des ampoules artichaut achetées en pharmacie. Ok, alors l'artichaut, c'est une plante qui est extraordinaire, dont vous retrouverez aussi une monographie sur la plateforme et dans l'école Alter Medic Center, bien sûr, et qui peut être un peu costaude quand même pour certaines personnes. Donc attention sur les fois surchargées. Petit clin d'œil. J'ai fait une monodiète de 3 jours la semaine dernière et ce fut une super expérience. Génial, on va en parler aussi de la monodiète parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup à la monodiète et c'est une super technique. Alors, je le conseille souvent sur mon lieu de vente. Oui, et oui, alors en plus, il y a pas mal de préparations qui peuvent être très intéressantes. Alors, pour comprendre le rôle du foie, je vous propose une petite image. Bon, déjà une image effectivement que vous pouvez voir ici, mais aussi de vous visualiser vraiment dans une ville en pleine effervescence. OK, alors chaque jour, il y a des milliers d'activités qui s'y déroulent. Il va y avoir des ressources qui vont circuler, des déchets qui vont s'y accumuler, bien évidemment. Et puis au centre, vous allez avoir une super station de traitement
high-tech qui va fonctionner sans arrêt, qui va trier, qui va recycler, qui va transformer tout ça pour maintenir l'équilibre de cette ville. Alors bien sûr, la ville, c'est l'image de notre organisme et puis cette incroyable station centrale, c'est précisément votre foie et il va œuvrer en toute discrétion, mais constamment, sans relâche et malheureusement sans reconnaissance aussi parce que le foie est un organe silencieux et qui a pourtant besoin d'être chouchouté. Et le foie, il ne fait pas que filtrer, il va vraiment transformer, synthétiser des choses, il va stocker des choses, il va en recycler d'autres. Il va gérer méticuleusement les nutriments, les hormones, les toxines, les médicaments, mais aussi finalement toutes les substances chimiques qui proviennent de notre quotidien et de notre environnement. Tout ce qui passe par votre intestin, tout ce qui passe par votre peau, tout ce qui passe par votre respiration va être trié, traité, transformé par votre foie grâce à un flux sanguin qui est impressionnant et qui va justement acheminer tout ça par la fameuse veine porte hépatique. Alors la première chose à faire pour soulager le foie, et ça, je veux vraiment que vous en gardiez l'idée parce que c'est un point hyper important. Vous avez déjà la réponse sur la petite image, c'est finalement le reduce. Ça veut dire que, souvent c'est une image que je prends d'ailleurs face à une baignoire qui va être embouée, qui va être un petit peu sale. Il suffit pas de la nettoyer constamment, il faut d'abord couper l'arrivée d'eau boueuse ou l'arrivée d'eau sale, c'est évident. Et donc, avant même de parler détox, eh bien, votre rôle premier, ça va être d'aider votre consultant ou vous-même, bien évidemment, à réduire les apports toxiques. Donc, on va limiter les sucres raffinés, on va limiter les graisses saturées, les aliments ultra transformés, les médicaments quand ils sont inutiles ou quand ils sont excessifs, bien évidemment. Je ne conseille pas d'arrêter un traitement en cours, ce serait pas mon propos. On va aussi penser à l'alcool, aux excitants, aux cosmétiques qui ne sont pas appropriés, aux produits d'entretien même qui ne sont pas appropriés non plus. Et puis bien sûr le stress chronique qui peut aussi mettre un joyeux bazar dans tout ça. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut aussi le prendre en compte lors d'une détox. Et le foie, pour le mettre en avant, j'ai choisi de vous parler de quelques chiffres parce que ça peut être un livre de record un petit peu à lui tout seul. Déjà, le foie, il pèse environ 2 kilos, 2 kilos, 2 kilos 5. En fait, c'est l'organe interne le plus massif du corps. C'est l'organe le plus massif du corps après la peau, qui est donc un organe externe. Mais en tout cas, à l'intérieur de nous, il est même plus important, plus imposant et plus lourd que notre cerveau. Ensuite, il va assurer plus de 500 fonctions qui nous sont vitales. Il va s'occuper du métabolisme des glucides, des lipides, il va s'occuper aussi des protéines, il va réguler les hormones et il va même gérer des processus immunitaires et inflammatoires. Donc, il a un niveau de multitâche qui est vraiment voilà, assez incomparable. Et puis, côté circulation, il va filtrer environ 1,5 litre, 1,7 litre de sang à chaque minute. Alors, vous pouvez faire le calcul. Bon, je l'ai fait pour vous, mais ça nous fait environ 2500 litres par jour de sang. Donc, qui va évidemment qui circule en circuit fermé. Et dites-vous déjà qu'une baignoire, c'est 150 litres. Donc, ça fait quand même une quinzaine de baignoires dans la journée. Et tout ça, c'est le foie qui le fait. Il va produire aussi près d'1 litre de bile quotidiennement. Alors, on va voir son rôle tout à l'heure parce que c'est aussi hyper important. Et puis, pour assurer tout ce boulot, il s'appuie sur une équipe d'environ 300 milliards de cellules hépatiques qu'on appelle les hépatocytes. Et là, alors j'ai l'impression que l'image a sauté. Non, c'est bon, vous voyez toujours. Ok, super. Le petit point en plus, la petite cerise sur le gâteau, c'est que le foie a un super pouvoir, puisqu'en fait, si on lui enlève une partie, il peut se régénérer lui-même et jusqu'à 80% de sa masse. Alors, pour illustrer ça, je vous ai mis justement un tableau fameux et qui représente l'histoire de Prométhée, que vous connaissez peut-être, qui est ce titan audacieux qui déroba le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Et Zeus, furieux, lui a infligé un châtiment terrible. Chaque jour, un aigle venait dévorer son foie, lequel se régénérait miraculeusement chaque nuit. Alors c'est un petit peu extrême comme illustration, certes, mais c'est un mythe qui reflète très bien la réalité physiologique finalement de cet organe qui est quand même extraordinaire. Alors, ce qui se passe en réalité, quand même, on va sortir du mythe là pour aller un petit peu plus vers la science.
c'est que lorsqu'une partie du foie est abîmée ou retirée, les hépatocytes, donc les cellules du foie, vont entrer en phase de division cellulaire accélérée, ce qui permet de recréer rapidement le tissu perdu. Et puis à côté de ça, on va avoir aussi des cellules souches hépatiques spécifiques qui vont intervenir pour soutenir et amplifier cette réparation, donc ce qui permet de récupérer jusqu'à 80% du foie en seulement quelques semaines. Alors rassurez-vous, il n'y a aucun aigle vengeur normalement qui est censé venir titiller notre foie, mais on peut quand même dire qu'on a dans notre quotidien finalement un petit aigle qui vient le grignoter sans qu'on s'en rende vraiment compte à travers notre mode de vie moderne, donc l'alimentation qui peut être déséquilibrée, le stress qui peut être chronique, les polluants environnementaux auxquels on est tous confrontés, même quand on fait attention. Alors on est tous plus ou moins bien évidemment et ça vaut le coup de faire attention, mais ils sont là quand même. Et donc, heureusement, finalement, prendre conscience de ce phénomène et le comprendre va aussi vous permettre, en tant que personne et aussi en tant que futur naturopathe éventuellement, eh bien, de réaliser justement une protection hépatique digne de ce nom, une détox digne de ce nom, et puis d'accompagner efficacement vos consultants en les aidant à soutenir activement leur foie pour qu'ils puissent justement pleinement exercer ces fonctions précieuses de régénération. Alors concrètement, comment ça se passe en coulisses? Bon, rassurez-vous, il y a des petits schémas qui peuvent être un petit peu compliqués, mais on va voir tout ça ensemble et sans rentrer vraiment dans les détails non plus. L'idée, c'est que vous puissiez quand même avoir une compréhension de ce qui se passe et aussi un petit peu saisir la magie de ce qui se passe au niveau du foie. Alors tout d'abord, le foie filtre. Donc tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, respirez, appliquez sur votre peau, tout ça va finir par passer par le foie. Et dans ce processus, il va trier ce qui est utile de ce qui ne l'est pas. Il va neutraliser les toxines, les polluants, les médicaments, les hormones en excès aussi. Alors par exemple, c'est vraiment l'exemple que je vous ai mis ici qui peut paraître un petit peu compliqué. C'est l'ammoniac. Et vous voyez, le cycle de l'urée correspond au cycle de l'ammoniac. En fait, chaque fois qu'on consomme des protéines, qu'elles soient issues de produits animaux, de la viande, du poisson, des œufs ou même de produits végétaux comme les légumineuses, par exemple, ces protéines vont être dégradées en petites unités qu'on appelle des acides aminés et donc qui sont le fruit de notre digestion. Ces acides aminés vont être ensuite utilisés pour construire nos propres protéines corporelles. Mais parfois, ces acides aminés doivent être éliminés. Et donc, leur dégradation produit un composé qui est très toxique, l'ammoniac. Donc, l'ammoniac, alors sur le schéma, ne retenez pas ça, hein, sur le schéma, c'est ce que vous voyez apparaître comme NH3. Et donc, cet ammoniac-là, c'est une molécule qui est très toxique pour notre système nerveux central notamment. C'est-à-dire que c'est une molécule qui est capable de traverser la barrière hémato-encéphalique qui protège normalement notre cerveau et qui est capable d'altérer le fonctionnement du cerveau, ce qui peut provoquer même parfois dans des cas assez graves de la confusion mentale, voire même un coma dans une affection particulière qu'on appelle l'encéphalopathie. J'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis navrée. Encéphalopathie hépatique. En même temps, c'est un petit peu camoulox, là, ce que je vous raconte. Mais ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que face à cette molécule qui peut être dangereuse justement pour le corps, eh bien, lui-même a prévu une solution qui est très efficace pour éviter cette intoxication. Et c'est ce qu'on appelle le cycle de l'urée. Ça veut dire que dans le foie, l'ammoniac, comme vous le voyez, va être combiné à du CO2 pour former une autre molécule qui s'appelle l'urée. Et donc, c'est une molécule qui est beaucoup plus stable et qui va être éliminée ensuite par les reins. Donc, c'est un cycle qui implique, comme vous le voyez, plusieurs étapes. On ne va pas du tout rentrer dans les détails. Il y en a plusieurs étapes enzymatiques spécifiques qui vont avoir besoin aussi de différents cofacteurs, du magnésium, du zinc, des vitamines B, etc. Et ça va générer aussi d'autres molécules comme la citrulline, comme l'arginine, qui va être utile par exemple à la circulation sanguine. Pas besoin de retenir tout ça. Mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que quand le foie est débordé ou carencé, ce mécanisme-là va avoir plus de mal à fonctionner correctement. Et c'est là qu'en tant que naturopathe, eh bien, on peut identifier aussi certains déséquilibres, comme une fatigue cérébrale, comme un brouillard mental, ou encore des difficultés de concentration
qui interviennent de manière chronique. Donc vous voyez en fait pourquoi c'est aussi important de comprendre les petits mécanismes qui se cachent derrière le foie, parce que ça permet d'expliquer aussi des situations du quotidien, de les comprendre et de faire un lien en fait, et de faire un lien en cherchant la cause et donc en agissant au niveau de la cause et donc en agissant de manière efficace et pérenne. Alors là, c'est juste un exemple, bien évidemment, de ce que le foie filtre et transforme, mais il y a des centaines de choses qui sont concernées par ce processus-là. Alors là, c'était un exemple pour la filtration, mais le foie, il fabrique aussi. Alors quand je dis qu'il fabrique, il ne plaisante pas parce qu'il produit, comme je vous le disais, chaque jour 1 litre de bile qui va être essentiel pour digérer efficacement les graisses alimentaires. Et la bile, c'est un atout qui est précieux parce qu'elle permet une étape clé de notre digestion qu'on appelle l'émulsion des graisses. Donc elle va faire comme une vinaigrette, où on pourrait dire que la bile va agir un petit peu comme un liquide vaisselle sur de la vaisselle qui est très 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 grasse. C'est ce qui va permettre de fractionner des grosses gouttes de graisse en minuscules gouttelettes, ce qui va permettre du coup d'augmenter en fait la surface d'échange, puisque vous savez, hein, comme dans une vinaigrette, l'huile et l'eau ne se mélangent pas. Dans notre digestion, c'est la même chose, c'est-à-dire que les graisses et l'eau ne se mélangent pas. Or, les enzymes qui digèrent les graisses, elles sont dans l'eau, elles sont dans une substance aqueuse et donc elles ne se mélangent pas au gras. Ça veut dire qu'il faut augmenter la surface de contact de la grosse goutte de gras pour que les enzymes puissent venir grignoter ce gras-là. Et donc pour ça, on est obligé justement d'émulsifier au maximum pour faire des micro-gouttelettes. Et donc c'est la bile qui agit en ce sens-là. Et pour que cette gestion soit optimale, c'est là que le foie dispose d'un allié précieux, la vésicule biliaire. Alors, c'est une petite poche qu'on pourrait considérer un petit peu comme le bras droit du foie, mais c'est pas un réservoir qui se contente juste d'être passif comme ça, parce qu'en fait, la bile est produite par le foie en continu, et donc elle doit être stockée à un moment donné pour pouvoir être libérée au bon moment, précisément quand on consomme un repas qui contient des graisses. Et là, c'est là où on va mettre justement tout notre stock pour pouvoir bien émulsionner et pour pouvoir bien digérer les graisses. Et cette libération, elle est coordonnée, elle est déclenchée par une hormone. Pour ceux qui sont déjà arrivés là, cette hormone, pour rappel, c'est la cholécystokinine. On en parle aussi justement dans tout le processus digestif. C'est une hormone qui est produite par l'intestin dès qu'il sent que des graisses alimentaires arrive. Et donc, à ce moment précis, eh bien, la vésicule biliaire va se contracter, elle va envoyer une bile qui est riche, qui est concentrée au niveau de l'intestin grêle, et là, elle va pouvoir émulsionner efficacement les graisses pour pouvoir les digérer. Parce que sans bile, pas d'émulsion, donc pas ou une mauvaise digestion des graisses, des inconforts digestifs, et puis une impossibilité d'absorber des éléments qui nous sont précieux, comme par exemple les vitamines liposolubles. Dans les vitamines liposolubles, on va avoir les vitamines A, vitamine D, vitamine E, vitamine K, sans lesquelles on ne peut pas fonctionner. Et puis, on va aussi avoir les acides gras, dont les fameux oméga 9, les oméga 6, les oméga 3, dont on a besoin, bien évidemment. Alors, dans vos cours, vous avez justement toute une partie sur la bile, sur les acides biliaires, sur le cycle entérohépatique. Enfin, vous verrez que c'est un monde absolument fascinant. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à voir à ce sujet. Et puis, alors, je vous disais, donc le foie produit de la bile, mais il va aussi jouer un rôle important dans la fabrication des protéines essentielles. Par exemple, il va fabriquer les facteurs de coagulation qui vont permettre au sang de bien se solidifier finalement en cas de blessure pour éviter les hémorragies, tout simplement, pour éviter qu'on saigne de manière excessive. Il va synthétiser aussi, par exemple, l'albumine, qui est une protéine fondamentale qui assure plusieurs fonctions, puisqu'elle va transporter des nutriments dans le sang. Elle va aussi aider à maintenir un volume sanguin qui est stable, et puis elle va pouvoir réguler les équilibres des différents fluides en fait dans l'organisme, c'est ce qui va permettre d'éviter les gonflements, les œdèmes, etc. Et tout ça, c'est le foie qui le fait. Et en plus de filtrer et de fabriquer, il gère aussi les stocks, c'est-à-dire qu'il gère les stocks d'énergie et d'une manière qui est très précise. Quand vous avez un apport suffisant de glucides, il va les stocker
sous forme de glycogène. C'est vraiment la réserve d'énergie. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un approvisionnement énergétique stable, en fait, entre les repas. Sinon, on mangerait en continu, éventuellement. Là, le fait de pouvoir justement avoir ces stocks-là, ça nous laisse un petit peu plus de liberté, ou pendant la nuit, bien évidemment, où là, on va pouvoir déstocker, ou quand on fait une activité physique. Mais quand les apports en glucides sont trop élevés, quand ils dépassent les capacités de stockage, c'est là que le foie va activer un autre mécanisme finalement de sauvegarde, de stockage, ce qu'on appelle la lipogénèse, où le surplus de glucose va être transformé en triglycérides, en graisse en gros, et donc être stocké justement dans les tissus gras. Donc c'est aussi un processus qui est régulé à l'aide de l'insuline, et on sait qu'entre le foie et le pancréas, il y a une communication qui est intime, on pourrait dire ça comme ça. Et puis il va réguler, alors il régule évidemment l'équilibre glycémique, on parle toujours du pancréas pour la glycémie, mais en fait c'est le foie le grand maître du jeu à ce niveau-là, mais il régule aussi le cholestérol et même nos hormones sexuelles. Il contribue notamment à la dégradation des hormones sexuelles comme les oestrogènes, la progestérone, la testostérone, et il va les transformer en métabolites inactifs qui sont ensuite éliminés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ça ne se fait pas bien, on peut avoir un excès hormonal qui peuvent être à l'origine, par exemple, de troubles comme le syndrome prémenstruel, qui peuvent favoriser les fibromes, l'endométriose, le syndrome des ovaires polykystiques, etc. Tout ce type de problématiques qu'on peut retrouver notamment chez la femme. Alors, il peut y avoir des problématiques hormonales chez l'homme, hein, bien entendu. Il intervient aussi dans la conversion des hormones thyroïdiennes, par exemple. Ça veut dire qu'on peut avoir une thyroïde qui fonctionne super bien. Alors là, je ne vais pas rentrer du tout dans le détail de la thyroïde. Il y a déjà eu un live d'ailleurs qui a eu lieu à ce sujet si vous voulez aller voir. Mais la thyroïde, elle gère tout le métabolisme. Elle gère notre énergie, elle gère notre digestion. Quand la thyroïde est fatiguée, c'est tout l'organisme qui est fatigué. Mais on peut avoir une thyroïde qui est super costaude et pour autant, on peut avoir une clinique de thyroïde fatiguée. Et ce n'est pas un problème de thyroïde, c'est parce que le foie n'arrive pas à convertir les hormones thyroïdiennes en hormones actives. Donc vous voyez comme quoi le foie a vraiment une importance capitale parce que quand il fonctionne moins bien, là aussi on peut avoir une fatigue chronique, on peut avoir une prise de poids qui n'est pas expliquée, on peut se sentir plus frileux, on peut avoir finalement tous les symptômes d'une fatigue thyroïdienne. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir ce live pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu parce que c'est fondamental et qu'on a vraiment besoin de chouchouter le foie, certes, mais la thyroïde aussi. En tout cas, voilà, c'est lui qui s'occupe finalement d'à peu près tout dans le corps. Il s'occupe même du cortisol pour comment dire, le cadrer, entre guillemets, pour éviter qu'il entraîne une inflammation, une prise de poids, des perturbations immunitaires, d'autres troubles associés. Donc, il est vraiment partout. Il faut en prendre soin. Ah, alors, dites-moi, bon, je vais peut-être avancer en même temps, mais dites-moi pour vous quels sont les signes d'un foie en difficulté. Je vais quand même dérouler le temps que vous répondiez, mais je pense qu'on a un tout petit peu de temps, mais pas trop. Alors, si vous êtes inspiré, n'hésitez pas parce que ça m'intéresserait de savoir si vous savez déjà repérer quelques signes de fatigue hépatique. Alors, avant que vous ne répondiez, je vais quand même nuancer les petites images que je vous ai mises parce que, comme je vous le disais en introduction, le foie, c'est un organe qui est plutôt, comment on pourrait dire, stoïque. Il est assez silencieux. Il prend beaucoup sur lui. Du coup, il va plutôt déléguer ces petites alertes à d'autres parties du corps et c'est à nous de savoir les reconnaître. Alors justement, je vous propose qu'on fasse un petit tour d'horizon des signaux qu'il peut nous envoyer quand il a besoin d'un coup de main. Je vois déjà les premières réponses. Le blanc des yeux jaunes, oui. Alors, ça peut être aussi vraiment au niveau du teint des yeux. Alors, pardon pour le terme, mais voilà, c'est comme ça qu'on le signale. Le côté œil vitreux aussi, ça peut venir parler du foie. Mauvaise digestion, tout à fait. Puisque oui, le foie, c'est un organe digestif. Donc, alors, on peut imaginer effectivement qu'il y ait des petites choses à voir de ce côté-là. Quand on ressent de la lourdeur, surtout après un repas gras, des difficultés à digérer les graisses, tout simplement. Ça peut être aussi des reflux acides persistants ou même cette sensation de ballonnement après chaque repas copieux. Alors, c'est important de surveiller les selles. On sait qu'en naturopathie, tout ce qui sort du corps va nous donner des indices sur ce qui se passe à l'intérieur. Et les selles, bien évidemment, ça en fait partie. Donc, les selles qui sont plutôt pâles ou jaunies ou pâteuses, qui accrochent
au papier, à la cuvette, et cetera. Ce sont des signes aussi souvent d'une mauvaise digestion des graisses, des selles flottantes également, et ça peut traduire un petit problème de sécrétion biliaire ou une surcharge de gras, au niveau hépatique. Alors, donc là, j'en étais à la digestion. J'ai vu qu'il y a eu plein de réponses entre-temps. Le prurite, le teint jaune, une mauvaise digestion, selles jaunes, acné. Ouais, tout à fait, Marion. Super. Et c'est vrai que, en fait, tous ces signes-là, on le voit vraiment au niveau du teint aussi. Au niveau du teint, au niveau même parfois des cernes ici. On va reparler un petit peu de la peau. Je vais parler des symptômes digestifs. Je sais plus ce qui vient après, mais ah, non, on n'est pas encore sur la peau. Les urines foncées. Alors, les urines foncées, ça peut, mais ça dépend. Les urines foncées, j'en profite quand même pour le dire parce que c'est important et c'est intéressant, je trouve. Les urines doivent être foncées le matin. Ça, c'est normal et justement, ça traduit une bonne détox la nuit. Mais quand les urines sont foncées toute la journée, attention. Mais souvent, c'est quand même lié à un manque d'hydratation, les urines foncées. C'est pas forcément le foie qui fonctionne moins bien. Mais il y a effectivement une coloration aussi des urines en lien avec la détox, bien sûr. Les nausées chroniques, oui, un foie qui est surchargé, on a tendance à se sentir barbouillé, un peu nauséeux, ou aussi les odeurs qui sont très incommodantes en fait quand c'est comme ça. La langue chargée, tout à fait. On va reparler de ça aussi, puisqu'en fait, il s'agit de ce qu'on appelle la dérivation émonctorielle, et c'est important. Alors, fatigué, paume de main. J'avais lu paumé. Fatigue, paume de main aussi. Et ce qui est intéressant au niveau des paumes de main, au niveau des paumes de main, c'est qu'en fait, parfois, paume de main et plante de pied, c'est qu'elles peuvent être un petit peu jaunies, jaune-orangé. Et très souvent, ça vient parler d'un ralentissement hépatique, mais aussi d'un ralentissement au niveau de la thyroïde. Et en fait, souvent, c'est lié à un manque de conversion, un défaut de conversion du bêta-carotène en vitamine A. C'est pour ça qu'en fait, on a les mains jaunes, orangées, parce que c'est le bêta-carotène qui reste stocké ici. Et ça, c'est un des signes aussi de fatigue thyroïdienne. Donc, on a parlé de pas mal de signes. Là, je vous ai expliqué un petit peu les signes digestifs. Alors, ensuite, il y a les symptômes énergétiques, on pourrait dire les signes diffus. Donc, effectivement, on va avoir la fatigue chronique qui persiste malgré un a priori bon sommeil, le brouillard mental, des migraines aussi. C'est vrai que les migraines, alors, si on vient vous voir pour des migraines et que la personne repart seulement avec de la menthe poivrée en huile essentielle, c'est très décevant. Et là, on est plus dans de l'allopathie verte, entre guillemets, qu'à chercher la cause de la cause. Et très souvent, le foie peut être lié aux problématiques de migraines chroniques. Alors, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, c'est une piste à creuser. Surtout si ces migraines surviennent après des excès alimentaires ou des excès d'alcool. On peut aussi avoir les fameux réveils nocturnes entre 1h et 3h du matin. On va y revenir parce qu'on va parler un petit peu de médecine traditionnelle chinoise aussi. Et en fait, c'est l'heure du pic d'activité hépatique en médecine traditionnelle chinoise. On peut ajouter à ça d'autres signes aussi comme parfois des acouphènes qui sont assez récalcitrants, un manque de concentration, une hypersensibilité. Alors, comme je vous le disais, ça peut être aux odeurs, mais parfois, ça peut être aussi à la lumière. Ouais, on peut penser au foie quand c'est comme ça. Il y a aussi d'autres signes, alors on les a déjà un petit peu évoqués tout à l'heure, mais les signes hormonaux qu'on oublie d'ailleurs souvent d'associer au foie. Donc tout ce qui est syndrome prémenstruel, des douleurs, même avant les règles ou pendant les règles, l'endométriose, des cycles irréguliers, parfois même, comme on l'a vu aussi, tout ce qui est clinique d'hypothyroïdie, eh bien le foie peut être impliqué dans tout cela, et parce que voilà, c'est un des principaux acteurs en fait du métabolisme des hormones, et puis aussi de leurs précurseurs, puisque les hormones, notamment les hormones sexuelles, sont synthétisées à base de cholestérol. On a besoin de cholestérol. Ce n'est pas tout blanc ou tout noir en termes de cholestérol. On en a besoin aussi, et c'est le foie qui gère le cholestérol. Et puis sur le plan émotionnel, on va retrouver aussi de la colère éventuellement, de l'irritabilité, de la frustration. On peut se sentir monter un peu plus vite en pression. Et bien tout ça, ça peut être aussi un écho direct à un foie qui est un petit peu surchargé, un petit peu congestionné. Et puis, alors, il y a les manifestations visibles dont vous m'avez parlé aussi. Ah non, oui, bon, je n'ai pas vraiment mis ça ici. Alors, on a parlé du teint terne, des cernes foncées, etc. Mais effectivement, il y a aussi tout ce qui est boutons ou même autres troubles cutanés, en fait, l'eczéma, le psoriasis, l'acné, etc.
L'apparition d'allergies saisonnières peuvent être aussi en lien avec le foie. D'ailleurs, il y a des plantes comme le romarin ou le desmodium qui agissent à la fois sur la sphère pulmonaire et la sphère, hépatique, enfin ORL, respiratoire et hépatique. Mais c'est vrai que le foie, quand il va être dépassé, il va avoir tendance à déléguer les déchets qu'il essaye de gérer à d'autres organes. Et on a d'autres organes, d'autres portes de sortie, et la peau en fait partie. La peau et les muqueuses aussi. C'est pour ça qu'on peut avoir la langue chargée, c'est pour ça qu'on peut avoir des signes ORL également, des sinusites chroniques, et cetera. Tout ça, ça vient parler souvent d'un foie qui est surchargé également. La peau, tout ce qui est lié à la mucose en fait, donc tout ce qui est justement muqueux, colloïdal, justement comme le sébum, le mucus qu'on va retrouver au niveau ORL ou au niveau vaginal aussi chez la femme. Donc des pertes blanches, le caractère, les différentes caractéristiques des pertes blanches peuvent indiquer aussi un foie surchargé. Et puis au niveau des bilans sanguins, vous avez peut-être déjà remarqué sur certaines analyses biologiques, ces fameuses transaminases. Souvent on voit ça écrit ASAT, ALAT, qui augmentent aussi quand il y a des dommages au niveau des cellules du foie. Alors il y a aussi les gamma-GT ou GGT qui sont très sensibles à la surcharge toxique ou à l'alcool, ou encore la bilirubine, qui, lorsqu'elle est élevée, finalement, va indiquer que le foie peine à éliminer correctement cette substance qui est finalement issue de la dégradation des globules rouges. Donc ça, ce sont des marqueurs aussi qui peuvent vous aider à détecter de manière assez précoce finalement une surcharge ou une souffrance hépatique, même si elle est silencieuse, et donc ça nous permet quand même d'orienter nos conseils. Alors, avant d'entrer un petit peu plus en détail, au sujet de la détox et cetera, je voulais vous proposer un petit détour, en Chine ou plutôt du côté de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, ça tombe bien justement parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, le printemps, qui est là, qui est déjà là, hein, même si officiellement il commence le 21 mars. D'ailleurs, en médecine traditionnelle chinoise, enfin en Chine, culturellement, les saisons sont un petit peu décalées parce que nos saisons en Occident commencent à leur point culminant dans la nature. Et donc là, bon, on est déjà au printemps. Donc ça tombe bien puisque le printemps, c'est justement considéré comme la saison du foie. Et après la période d'hiver où tout ralentit, où tout va se concentrer, s'intérioriser, se rétracter presque, eh bien le printemps est vu comme une période de renouveau, d'ouverture, de dynamisme. Donc c'est le moment idéal justement où on va pouvoir éliminer. Le foie va pouvoir reprendre toute sa puissance, un petit peu comme les arbres là, hein, qui recommencent à bourgeonner après l'hiver. Et donc dans la tradition chinoise, le foie est chargé de faire circuler harmonieusement l'énergie dans le corps, ce fameux qi, donc on écrit QI, et puis il va aussi faire circuler le sang dans tout l'organisme. Et quand cette circulation se fait en douceur, c'est le printemps à l'intérieur de notre corps aussi. On va se sentir plus souple physiquement et mentalement, on va se sentir plus dynamique, enthousiaste, prêt à réaliser nos projets, etc. Mais dès que cette circulation bloque, eh bien, on va ressentir exactement l'inverse, c'est-à-dire que on peut se sentir un petit peu plus raide au niveau du corps, un peu plus tendu, un peu plus crispé. On peut se sentir aussi avec moins de motivation, on a du mal à retrouver l'élan, on peut se sentir un petit peu plus irritable ou avoir un petit peu plus de mal à gérer les frustrations, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette sensation d'épaule crispée, parfois en fin de journée, là, ces trapèzes douloureux. Eh bien, ça peut être lié au stress, bien évidemment, ça peut être lié à une mauvaise posture, mais on dit aussi en médecine traditionnelle chinoise que c'est l'énergie du foie qui circule mal. Et on dit d'ailleurs en MTC, en médecine traditionnelle chinoise, que le foie gouverne les muscles et les tendons. Ça veut dire que quand il bloque, tout se rigidifie, tout devient plus difficile, plus lourd, plus pénible. Il y a un autre élément aussi qui est important à connaître en MTC, c'est que on dit que le foie s'ouvre aux yeux. Autrement dit, les yeux reflèteraient directement l'état énergétique du foie. C'est pour ça que quand tout va bien, on va avoir un regard clair, on va avoir un regard vif, lumineux, mais quand le foie est saturé et encombré, et justement on en parlait tout à l'heure dans le chat, eh bien les yeux deviennent plus secs, plus irrités, plus vitreux, plus jaunis. On peut avoir aussi des paupières plus lourdes, plus douloureuses. On sent que ça tire plus. Alors en plus, évidemment, il y a les écrans qui renforcent encore ce phénomène, évidemment. Mais en tout cas, ça existait quand même avant.
Et puis alors sur le plan émotionnel, comme je vous le disais, le foie est directement relié à la colère, comme vous pouvez le voir là sur l'illustration, à la colère, à la frustration. Alors, cette colère, elle peut être saine, puisqu'en fait, la colère, c'est un grand moteur. Sachez qu'on a aussi réalisé un live hein, sur les émotions que vous retrouverez sur la page de l'école, sur la page Facebook, sur la page YouTube. Vous avez le replay et les présentations associées. Et donc, voilà, vous allez voir que les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, ou alors elles ne sont que bonnes, puisque finalement, elles viennent nous délivrer un message. Et donc, la colère, c'est une émotion, c'est celle qui est la plus motrice, celle qui fait qu'on met des choses en place. C'est une énergie qui peut être constructive. Alors quand l'énergie circule bien, quand elle circule moins bien, elle peut être un petit peu plus destructrice peut-être parfois, mais bon voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui nous pousse à agir, à nous affirmer, à poser nos limites aussi. Et donc quand elle stagne, le foie aussi peut se bloquer. Et ça veut dire que cette colère peut aussi avoir un impact sur le foie et sur notre capacité à gérer ensuite, à digérer et puis à gérer nos émotions. Donc c'est assez intéressant de voir cette cohérence qui est faite en médecine traditionnelle chinoise. Alors maintenant que vous avez saisi toute l'importance du foie, on va entrer un petit peu dans les coulisses techniques de son travail. Alors n'ayez pas peur. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ça, c'est pas grave du tout. Décrochez 5 minutes et puis on se retrouve juste après. Mais en fait, c'est quand même hyper important parce que le foie, c'est un laboratoire qui est vraiment très sophistiqué. Et vous voyez qu'il y a plusieurs phases. Et en fait, en fonction des plantes justement qu'on va choisir, on va pouvoir stimuler telle ou telle phase. On sait maintenant qu'il faut éviter de stimuler la phase 1, dont je vais vous expliquer les tenants et les aboutissants, mais plutôt aller vers la phase 2, parce qu'en fait, la phase 1 est lancée automatiquement en fonction du nombre de polluants qui arrivent au foie. Ça veut dire que c'est la quantité de polluants qui va faire que la phase 1 se déroule. Mais il faut absolument que la phase 2 suive derrière, sinon ça peut être vraiment très problématique. Et la phase 2, on n'est pas tous égaux pour la déclencher. Donc c'est pour ça que ça peut être un petit peu plus intéressant justement d'aller vers des plantes de phase 2. Et tout ça aussi, c'est expliqué en détail, bien évidemment, dans la formation. Alors pour que vous puissiez quand même bien différencier ces phases et bien comprendre à quoi elles servent, la phase 1, on va dire que c'est... Non, attendez. Avant de rentrer dans ce détail-là, l'objectif du foie, ça va être de convertir, de transformer des toxines qui sont solubles dans les graisses en des déchets qui sont solubles dans l'eau. Donc ça va être de rendre solubles dans l'eau des toxines qui normalement ne le sont que dans les graisses. Et c'est là que les phases vont intervenir. La première étape, on va justement prendre les toxines, donc les toxines des médicaments, de l'alcool, des pesticides, les hormones, les polluants de l'environnement, etc. Et l'idée, ça va être de les rendre plus solubles pour pouvoir faciliter leur élimination. Donc, il va y avoir des enzymes qui vont intervenir, notamment pour celles et ceux qui connaissent déjà peut-être avec des traitements, on va avoir les cytochromes P450 qui peuvent justement métaboliser les médicaments. Et si on les stimule trop, ça peut être problématique en cas de traitement parce que du coup, les médicaments vont être évacués trop vite, par exemple. Donc, ce sont des enzymes qui vont modifier chimiquement les toxines en faisant plein de choses différentes. Elles vont les oxyder, les réduire, les hydrolyser, etc. Enfin bref, l'idée, ça va être de les rendre plus hydrosolubles. Mais attention, parce qu'en fait, cette première étape a un coût et elle va générer souvent ce qu'on appelle des métabolites intermédiaires. Donc, ça veut dire qu'on est un petit peu soluble dans les gras et en même temps un petit peu soluble dans l'eau. On est vraiment dans le côté intermédiaire. Mais ces métabolites-là sont souvent plus toxiques que la toxine de base. Et ce sont des métabolites qui peuvent être très réactifs, qui génèrent justement des radicaux libres, etc., et qui peuvent endommager les cellules du foie, donc créer quand même un stress important. C'est pour ça qu'à ce stade précis, on a absolument besoin d'antioxydants pour contrer ces radicaux libres et pour protéger nos cellules hépatiques. Ça veut dire que si on se lance dans une détox un petit peu à l'aveugle, sans trop connaître, on peut finalement faire des bêtises parce que
On peut stimuler cette phase 1, se retrouver avec des métabolites encore plus inflammatoires et aussi du coup avoir des symptômes encore plus importants avec des prurites, avec des démangeaisons, avec des boutons, avec des nausées, avec des maux de tête, etc. Parce qu'en fait, ça va venir libérer beaucoup de toxines. Et il faut absolument apporter des antioxydants en même temps, au minimum dans l'assiette. Donc, on va penser par exemple aux vitamines B, aux vitamines C, à la vitamine C, vitamine E, le sélénium, des flavonoïdes, des polyphénols qu'on va retrouver dans les légumes colorés, dans les agrumes aussi, dans le thé vert, pourquoi pas, pour pouvoir accompagner cette détox. Et puis ensuite, on va mettre en place la phase 2. Parce qu'une fois que ces toxines sont rendues plus hydrosolubles, le foie va pouvoir passer à cette phase 2, qui est ce qu'on appelle la phase de conjugaison. Et à ce stade, notre foie va associer des toxines très transformées de la phase 1 à des molécules spécifiques qui ont toutes des noms barbares que vous n'allez pas retenir aujourd'hui, mais que vous allez devoir voir quand même un petit peu plus tard. On va voir par exemple l'acide glucuronique dans la glucuronidation. On va voir l'association avec des sulfates dans la sulfoconjugaison, avec des acides aminés, etc., etc. Avec le glutathion, si vous en avez peut-être déjà entendu parler. Et en fait, le but ici, ça va être de neutraliser définitivement ces substances pour les rendre non toxiques, très solubles et prêtes à être évacuées par le corps. Et en fait, chacune de ces voies va avoir un rôle précis. Par exemple, je vous ai parlé de la glucuronidation et celui-ci, je vais envie de dire, si vous en avez un seul à retenir pour aujourd'hui, on peut choisir celui-ci parce qu'il y a un petit intérêt quand même. Alors, toutes, hein, elles sont toutes très intéressantes. La glucuronidation, c'est la voie d'élimination de certains médicaments, mais aussi des hormones stéroïdiennes. Et ce qui peut se passer, c'est que dans l'intestin, si on a un déséquilibre au niveau de l'intestin, ce qu'on appelle une dysbiose, un déséquilibre dans les bactéries intestinales, il peut y avoir des bactéries qui vont venir défaire ce que le foie s'est embêté à faire. Et c'est ce qu'on appelle justement la déglucuronidation. Alors là, au Scrabble, vous gagnez sans problème. Mais par exemple, cette voie-là peut être neutralisée par nos bactéries. Ce qui fait que ça va relarguer dans le sang les hormones, des résidus de médicaments, etc. Et donc, ça va redonner encore une fois du travail à faire en plus. Alors, je ne vais peut-être pas vous embêter avec toutes les voies, même si j'aurais très envie de vous embêter avec ça. Mais en tout cas, toutes les étapes de la phase 2 vont nécessiter aussi des éléments qui vont être très importants, notamment du magnésium, du zinc, les vitamines du groupe B, des acides aminés comme la taurine, la cystéine, on va retrouver le glutathion, etc. Parce que sans ça, on ne pourra pas avoir une bonne conjugaison. Et c'est pour ça que c'est important de vérifier les apports nutritionnels qu'on a dans notre assiette et que vous aurez aussi chez vos consultants pour pouvoir faire en sorte que la détox se passe bien. Pour l'apport de soufre, par exemple, on va aussi penser aux crucifères, aux choux, à l'ail, aux oignons, etc. Enfin bref, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans l'alimentation pour pouvoir favoriser ces phases. Et finalement, on va retrouver le principal des éléments dont on a besoin dans une alimentation plutôt végétale. Et les fibres aussi vont être d'ailleurs très intéressantes pour pouvoir travailler au niveau de l'intestin. Parce qu'en fait, une fois que ces toxines sont neutralisées et rendues hydrosolubles, eh bien, il faut qu'elles quittent définitivement notre corps. Et là, on va avoir deux grandes voies d'élimination qui vont rentrer en jeu. La voie rénale, dont on a parlé aussi tout à l'heure, et la voie biliaire. Alors, la voie rénale, elle est valable pour les toxines qui vont passer directement dans le sang et qui vont donc ensuite être filtrées une autre fois par les reins et dans l'urine. D'où l'importance d'une bonne hydratation. Et c'est pour ça qu'en détox, on conseille toujours de s'hydrater un maximum parce qu'on va avoir besoin justement de bien éliminer les toxines par le foie, mais aussi par les reins. Et puis, la voie intestinale, la voie biliaire, en fait, donc c'est à travers la bile que les toxines vont pouvoir être éliminées dans l'intestin. Et donc, attention à ce moment-là à ce phénomène de réabsorption intestinale qui peut remettre en circulation certaines toxines si le transit est ralenti, donc comme dans les cas de constipation par exemple, ou si le microbiote est déséquilibré. Et ça peut être particulièrement important, notamment dans le cas des oestrogènes. Donc, je vous ai parlé des différentes hormones, mais on peut avoir des problématiques chez des femmes qui ont des syndromes prémenstruels, fibromes, endométriose, etc. Bref, tout ce que je vous ai cité, voire même des cancers hormonodépendants, en partie parce que le microbiote
s'amuse à défaire ce que le foie s'est embêté à faire et renvoie les oestrogènes dans le sang. Donc c'est vraiment aussi important de prendre soin de l'intestin quand on fait une détox. C'est pour ça que les détox des magazines, forcément, en tant que naturopathe, on a du mal parce qu'il faut vraiment individualiser, voir les forces et les faiblesses de chacun pour pouvoir aussi adapter nos conseils à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est hyper important, c'est l'impact du microbiote lui-même sur le foie. Parce que quand il est en déséquilibre, il peut lui-même en fait être pourvoyeur de toxines. Et sur certaines bactéries, puisque vous avez des bactéries gram positives, des bactéries gram négatifs, les bactéries gram négatifs, elles ont comme des petites antennes, on peut les symboliser comme ça. Ce sont des lipopolysaccharides, des LPS pour les intimes. Et en fait, ces LPS peuvent traverser la muqueuse intestinale, rejoindre la circulation sanguine et atteindre le foie. Et là, ils vont aussi déclencher une réponse inflammatoire très importante. Donc, le foie va être surchargé, ça va lui donner un travail supplémentaire. Et puis, voilà, ça peut aussi favoriser toutes les problématiques inflammatoires. Donc, c'est hyper important, même en dehors des détox, de travailler sur l'intestin, mais encore plus dans le cadre des détox, vraiment. Donc là, c'est pareil, c'est aussi autre chose que vous pouvez garder en tête, prendre soin de son intestin. Et puis, bien sûr, tous les piliers qu'on a déjà vus aussi ensemble, hein, une alimentation riche en légumes divers et variés, on va bien mâcher, intégrer des plantes hépatoprotectrices, le chardon-marie, le romarin, le desmodium, que sais-je, optimiser les apports en cofacteurs essentiels avec les vitamines du groupe B, du magnésium, du zinc, etc. Une bonne hydratation, une activité physique régulière, la gestion du stress. On peut aussi veiller à ce que toutes les voies d'élimination restent ouvertes. Donc, la peau, on peut proposer aussi des saunas, des hammams, etc. On peut proposer... Alors, l'activité physique va aussi faire ventiler. On va aussi s'occuper des reins, éventuellement. En tout cas, des émonctoires qui sont capables de prendre en charge les différentes toxines. En tout cas, en naturopathie, l'objectif d'une détox efficace, c'est toujours d'accompagner ces 3 phases de manière harmonieuse, de manière respectueuse aussi des capacités individuelles parce que la détox doit rester confortable, elle doit rester adaptée au rythme de chacun. Et l'idée, c'est de le faire voilà, de la meilleure des manières. Donc, on va plutôt y aller doucement, mais sûrement. Voilà. J'en ai fini pour la partie technique, ok? Vous pouvez revenir. Ça y est, c'était vraiment la partie la plus compliquée et en même temps qui est assez passionnante parce que ça permet de comprendre aussi les tenants, les aboutissants et ça permet de vraiment intégrer pourquoi c'est important de faire les choses d'une manière aussi en conscience, quoi. Hein, comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, mais je crois que c'est exactement ça parce qu'il faut aussi faire attention. Parfois, on se dit, oui, bon, avec les plantes, ça ne va pas faire de mal, mais parfois, si, on peut faire des bêtises. Alors, avant justement de mettre en place des plantes, ce qui est hyper important, hein, avant même de penser à détoxifier, drainer, comme je vous disais, c'est le reduce, c'est arrêter d'agresser, arrêter de surcharger. Donc, le premier levier évident, c'est de regarder ce qui se trouve dans l'assiette et le verre aussi, parce que tout ce qu'on consomme va avoir un impact direct sur le foie. Les graisses saturées, les graisses trans qu'on va retrouver dans les plats industriels, dans les viennoiseries, dans les fritures, qu'on peut aussi associer au sucre rapide, qu'on retrouve aussi dans les viennoiseries, les pâtisseries ou les sodas, etc. Tout ça, ça constitue une surcharge qui est très importante pour le foie. Et c'est une combinaison qui peut favoriser à terme ce qu'on appelle le syndrome métabolique, c'est-à-dire tous ces déséquilibres au niveau de la gestion de la glycémie, du cholestérol, éventuellement de l'hypertension artérielle, le syndrome de la bedaine aussi, hein, ce qu'on appelle voilà, le fait d'avoir un petit ventre là qui pousse, parce que justement il y a une inflammation aussi qui se met en place. Et puis à terme, ça peut mener à ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique, le foie gras, entre guillemets, hein, qui n'est pas forcément lié à l'alcool, mais qui peut être aussi lié à notre assiette. Et c'est un problème qu'on retrouve de plus en plus fréquemment. Alors l'alcool, hein, bien évidemment, qui est aussi un toxique pour le foie. Donc on va conseiller d'éviter l'alcool, j'ai envie de dire au moins pendant la détox.
Après oui, le petit verre de vin rouge, de temps en temps, pourquoi pas, mais pendant la détox, on essaye quand même de mettre plutôt, à distance et puis au-delà de ça, on va aussi faire attention aux pesticides, qu'on va retrouver dans, les aliments de l'agriculture, conventionnelle, mais aussi aux composés chimiques, hein, des cosmétiques, des produits ménagers, les perturbateurs endocriniens, bien évidemment, toutes ces substances-là qui sont capables de dérégler notre équilibre hormonal et qu'on va retrouver dans les plastiques, dans, les contenants alimentaires, dans les cosmétiques et cetera et cetera. Alors il y a un autre facteur aussi qu'on a très peu abordé, aujourd'hui, c'est la qualité de l'air qu'on respire, bien évidemment. Parce qu'on parle souvent de la pollution extérieure, mais l'air intérieur contient aussi ce qu'on appelle des COV, les composés organiques volatiles, qu'on va retrouver dans les produits ménagers chimiques, dans les parfums d'intérieur, dans, les, inhibiteurs, les retardateurs de flamme, donc on va retrouver sur les rideaux, les canapés, les matelas, les tapis, bref, les grands tissus, d'intérieur, qu'on va retrouver aussi dans les bougies parfumées, dans les désodorisants d'ambiance, enfin bref, tout ça, ça finit par rejoindre le foie via la circulation sanguine et ça représente aussi une charge supplémentaire. Donc, on ne travaille pas que l'assiette. On va aussi pouvoir parler aération de la maison, on va aussi justement pouvoir parler des produits d'entretien naturels, des produits cosmétiques naturels. D'ailleurs, en Ayurveda, on dit qu'on ne doit pas mettre sur notre peau ce qu'on ne mettrait pas sur notre langue et je trouve que c'est très intéressant parce qu'effectivement, la peau absorbe aussi beaucoup de choses. On pourra aussi faire attention au mode de cuisson, par exemple. On sait que réchauffer un plat gras dans une barquette plastique au micro-ondes, c'est terrible pour nous, pour le foie, parce que la chaleur plus le gras et le plastique, ça va justement permettre au plastique de se diffuser dans l'aliment. Donc il y a plein de petites choses comme ça auxquelles on peut faire attention. D'ailleurs, je dis ça alors par rapport au plats gras qu'on réchauffe dans du plastique, je pense aussi au biberon. Quand le lait est mis dans un biberon en plastique au micro-ondes, alors là, c'est le meilleur moyen aussi pour faire diffuser dans le lait justement d'éventuels perturbateurs endocriniens. Donc, il y a plein de petites choses. On pensera aussi à la gestion du stress, etc. Et puis bon, à d'autres choses qui peuvent être peut-être un petit peu plus compliquées, dans lesquelles je vais pas forcément entrer parce que sinon je vais vous perdre vraiment. Mais toutes les problématiques aussi de ce qu'on appelle les infections chroniques, les Lyme, les Epstein-Barr virus, CMV, etc. Bref, toutes ces infections froides-là génèrent aussi beaucoup de toxines. Donc c'est aussi important de pouvoir travailler sur l'immunité pour pouvoir restaurer un petit peu convenablement les choses. Et c'est vrai qu'en prendre soin, bah, ça va nous faire du bien parce que c'est sans doute l'un des meilleurs moyens de prévenir les affections des temps modernes, type surpoids, diabète de type 2, hypertension, enfin bref, tout ce qui est en lien avec le syndrome métabolique. Alors, le foie aussi, c'est vrai que je vous en ai pas parlé, mais il peut être, entre guillemets, victime de certaines affections, comme les hépatites, bien sûr, ou comme il y a certaines maladies génétiques, comme l'hémochromatose. Décidément, aujourd'hui, je n'y arrive pas. L'hémochromatose, c'est une affection qui entraîne une surcharge de fer dans le foie. Et donc là, c'est pareil, c'est important aussi déjà d'essayer d'en limiter l'absorption de ce fer, et puis d'apporter beaucoup, beaucoup d'antioxydants pour que le foie puisse faire son travail correctement. Donc vous voyez comme quoi, hein, on a vraiment besoin d'individualiser les choses. Alors là, finalement, ça reprend un petit peu ce qu'on s'est dit. Je vais peut-être pas y revenir et répéter. Juste quand même aussi répéter quelque chose qui est très important, c'est que quand on apporte des antioxydants dans l'assiette, on pense aux légumes, aux fruits, aux légumes. Idéalement bio, idéalement de saison, puisque ce sont eux qui vont être les plus riches en vitamines et en antioxydants. Mais ce qui est hyper important, c'est qu'il faut bien les mâcher parce que si on les avale tout crus, ces antioxydants, ces vitamines vont rester prisonniers des cellules, en fait, hein, des membranes cellulaires. Donc, c'est vraiment important de bien les mâcher pour pouvoir libérer tous ces antioxydants, ces vitamines. Sinon, ben, on passe à côté. Donc, on aura l'impression de bien s'alimenter, mais pour autant, on oubliera certaines choses. Et puis, quand on veut vraiment soutenir notre foie, alors, on peut aller bien au-delà de l'assiette en utilisant aussi des approches complémentaires qui sont très efficaces. Le premier allié, ça pourrait être le mouvement. Alors, je pense notamment au yoga et surtout aux postures de torsion. C'est un super truc parce que, en fait, ce sont des mouvements qui vont exercer une légère pression mécanique sur le foie, un petit peu à la manière d'une éponge qu'on va venir essorer
tout doucement. Et donc, on va pouvoir le stimuler doucement, améliorer la circulation sanguine au niveau du foie. On va aussi libérer finalement toutes ces stagnations-là. Et puis, on va faciliter le travail de drainage du foie et de la vésicule biliaire. Vous savez aussi que le mouvement va permettre de remettre justement de remettre en mouvement la lymphe qui va charrier tous ces déchets, toutes ces toxines qui ont besoin d'être éliminées. Donc, c'est trop important. Donc, concrètement, il s'agit d'essayer d'intégrer régulièrement au moins quelques torsions simples dans le quotidien. Alors, il y a des postures, la posture assise en torsion, il y a celle du triangle inversé, il y a les torsions allongées, enfin bref, il y en a pour tous les goûts. Et c'est vrai qu'on en ressent très vite les bienfaits, et puis ça fait énormément de bien, même au niveau du dos, au niveau de la détente, etc. Mais finalement, peu importe la forme que prend cette activité physique, ça peut être aussi une marche rapide, ça peut être de la danse, ça peut être du vélo, de la natation, enfin bref. Le principal, c'est vraiment de ne pas rester statique, puisque justement, on va pouvoir remettre tout ça en circulation. Le deuxième petit tips, c'est la respiration, surtout si elle est profonde, abdominale ou au moins diaphragmatique. Ça vient compléter merveilleusement bien les torsions, puisque quand vous inspirez, déjà de manière normale, mais en plus si vous faites parfois des inspirations profondes, eh bien le diaphragme va descendre et il va exercer lui-même une légère pression en fait sur le foie. Ça va le masser délicatement. On a un masseur avec nous 24 heures sur 24 et on s'en sert très très peu. Donc il faut vraiment apprendre à bien respirer. Et puis à l'expiration, tout se relâche et puis ça va permettre aussi un retour sanguin optimal. Et en plus de ça, le fait de solliciter comme il faut le diaphragme à la respiration, ça permet d'agir directement sur le nerf vague qui fait partie du système nerveux parasympathique et qui va justement donner l'énergie à tous nos organes digestifs, à tous nos organes d'élimination, foie inclus, pour qu'il puisse faire son travail. Parce que si on est dans le stress comme ça et qu'on n'active pas notre nerf vague, on aura beau apporter toutes les meilleures plantes du monde au foie, on passera à côté de quelque chose, puisque le corps n'enverra pas son énergie à cet organe-là. Et puis alors, il y a un autre petit rituel qui est simple, extrêmement simple, mais aussi extrêmement efficace, c'est la bouillotte chaude sur le foie. Parce qu'en fait, le foie, c'est un organe qui est très chaud, qui tourne autour de 40-41 degrés. Ça veut dire qu'il a besoin d'énergie pour se chauffer par rapport au reste du corps. Mais si on lui apporte déjà de la chaleur, il pourra utiliser son énergie finalement de chauffage, l'énergie qu'il aurait utilisée pour se chauffer, il va pouvoir l'utiliser ailleurs. Donc le simple fait de poser une bouillotte chaude au niveau des côtes là à droite, donc à l'emplacement du foie pendant 20-30 minutes, par exemple chaque soir, ou pour les personnes un petit peu plus sédentaires, ça peut être bien sûr répété beaucoup plus souvent, eh bien ça va améliorer sa vascularisation, ça va améliorer sa capacité de détox, et puis ça va réduire aussi ses sensations de lourdeur digestive après les repas. Donc ça peut être aussi un rituel en fait, on peut se dire voilà, pendant ce moment, on s'accorde un temps calme, un temps de lecture, de méditation ou simplement de repos pour pouvoir amplifier aussi les effets bénéfiques de ce petit rituel. Et puis, n'oublions pas le lien étroit entre le foie et les émotions, qui a été mis en évidence depuis longtemps par la médecine traditionnelle chinoise. Et donc, apprendre aussi à gérer ses émotions, ça va être important. Et gérer le stress également. Donc, on va pouvoir proposer les pratiques de relaxation. Alors, la cohérence cardiaque, parfait, parce qu'en plus, on va avoir ce travail au niveau du diaphragme. Du yoga, parfait, parce qu'on va pouvoir aussi avoir ce travail au niveau des torsions, mais ça peut être aussi des automassages, de la méditation, etc. Puis des activités ressourçantes, des arts créatifs, du jardinage, de la musique, de la marche en nature, de la danse, enfin que sais-je, voilà, toutes ces choses qui font du bien, qui détendent, et puis apprendre aussi à exprimer ses émotions. Mais là, je vous renvoie sur le live à ce sujet. Donc, votre rôle aussi, alors là, je m'adresse vraiment à ceux qui souhaitent se former et voilà, qui ont la naturopathie en ligne de mire, parce que votre rôle en tant que futur naturo, ce sera de guider vos consultants dans la mise en place de ces outils, qui sont des outils simples, mais qui sont des outils efficaces. Et surtout, c'est important d'avoir une palette d'outils très large, puisqu'en fait, vous allez pouvoir choisir ces différents outils pour les adapter à leur rythme, à leur sensibilité. Donc, c'est ça aussi qui est chouette parce que ça permet de construire un programme absolument holistique et en même temps en collaboration. Et ça, je trouve que voilà, quand on peut travailler comme ça, c'est juste génial. Alors,
Je vais peut-être pas rentrer dans les détails des plantes et des micronutriments. Là, vous avez une petite liste qui peut être, voilà, très intéressante. Pour dire rapidement quelques mots, bon, sur le romarin, c'est une des plantes phares de l'accompagnement hépatique puisqu'elle est assez douce et pour autant très efficace. Elle est aussi régulatrice des graisses sanguines, donc et c'est un grand protecteur hépatique. Alors le gingembre qui est connu, on parlait des nausées tout à l'heure, alors le gingembre, il est connu pour ses vertus, anti-nauséeuses justement, mais il est également très précieux pour le foie par rapport à ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes. C'est pour toutes les lourdeurs digestives, de toute façon, le gingembre est très intéressant. Vous avez de toute façon les monographies dans la formation. Là, vous avez dû voir que le module phyto, en plus, a été mis à jour. Donc, il y a pas mal d'heures de cours qui vous attendent au sujet des différentes plantes qui sont citées ici. Donc, vous ne serez pas sans rien. Du côté des micronutriments, voilà, je vous en ai cité aussi quelques-uns qui protègent donc le foie du stress oxydatif et qui sont aussi des précurseurs du glutathion qui est un indispensable pour le drainage hépatique. Voilà, en gros, pour pas rentrer dans trop de détails à ce niveau-là. Et ici, vous avez vraiment une fiche pratico-pratique, comment structurer une détox, comment accompagner aussi, même si, comme je vous le disais, on est toujours sur des conseils comment dire, individualisé, personnalisé. Voilà, ça vous permet un petit peu d'avoir une feuille de route. On commence vraiment par limiter l'encrassement, entre guillemets. On arrête l'arrivée d'eau boueuse, hein, entre guillemets. Et puis après, on peut mettre en place des choses. Alors, j'ai vu dans le chat, on parlait tout à l'heure de monodiète. Effectivement, donc vous voyez qu'on peut le proposer. Et c'est pareil, c'est toujours adapté. Il y a des personnes qui peuvent faire des monodiètes sur 3 jours et ça leur va très bien. Pour d'autres, ça va être plus compliqué. Et donc, on va se dire, OK, on peut partir, par exemple, sur 1 jour par semaine pendant tant de semaines. Ou alors, un repas, le repas du soir, par exemple, tous les soirs d'une semaine ou de 2 semaines. Enfin bref, tout ça, c'est aussi à négocier avec la personne en fonction de ses besoins, en fonction de sa vitalité, en fonction de ses objectifs et puis de ce qu'elle souhaite et peut mettre en place aussi. Parce que l'idée, voilà, c'est de le faire dans le bonheur et dans le plaisir, bien évidemment. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir cette petite diminution là, des surcharges. Un temps de détox, généralement, le temps de détox en lui-même, il peut durer entre 1 et 3 semaines. Et puis après, on va faire une remontée alimentaire quand on a justement diminué aussi la ration ou éliminé certaines catégories d'aliments. Mais l'idée, ça va être quand même de garder des bonnes habitudes suite à cette détox pour éviter encore de surcharger l'organisme et pour pouvoir voilà, intégrer un petit peu tout ce qui s'est vu pendant cette détox-là. Bon, alors ici, c'était suite aussi à des demandes. C'est vraiment juste à titre informatif. Ce sont quelques produits que vous trouverez dans différents laboratoires qui peuvent avoir comment dire, des complexes qui sont aussi parfois intéressants parce que voilà, pour avoir déjà animé des ateliers sur les détox, etc., parfois je reçois des mails. Est-ce que tu pourrais me dire quel produit contient telle plante, etc. Bon, voilà. Donc c'est une proposition. C'est absolument pas exhaustif. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont extraordinaires aussi ailleurs, mais voilà, c'était la volonté de partager ça avec vous au cas où ça vous intéresse. Et on arrive au terme de ce voyage au cœur du foie et de la vésicule biliaire. J'ai pas l'impression qu'il y ait des questions. Alors, je vous ai peut-être complètement assommé là, à partir du moment où je suis rentrée dans les différentes phases de la détox. En tout cas, si je devais vous laisser avec une idée forte, eh bien, ce serait peut-être celle-ci, c'est-à-dire prendre soin de son foie. C'est pas juste faire une cure détox de temps en temps ou avaler quelques tisanes détox ou encore pire, quelques compléments alimentaires détox. C'est vraiment prendre soin de son foie. C'est un mode de vie, c'est un équilibre à cultiver chaque jour. Alors peut-être que oui, au printemps et à l'automne, vraiment la saison des détox, on va vraiment prendre encore plus soin, mais il y a plein de gestes simples qu'on peut mettre en place dans le quotidien avec une alimentation vivante, avec du mouvement, avec un esprit qu'on apprend à apaiser. Je sais que c'est très dense ce live parce qu'il y a finalement quand même pas mal de choses à voir et il fallait qu'on aborde la partie théorie, la partie pratique.
Je vous ai parlé de beaucoup, beaucoup d'outils, mais on n'a pas pu rentrer dans tous les détails de tous ces outils qui sont merveilleux. Justement, si vous souhaitez aussi en savoir plus, alors vous avez tout un tas d'outils qui sont expliqués en long, en large, en travers dans la formation. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrites et qui souhaiteraient éventuellement s'inscrire, je vous ai vraiment mis les contacts, le site internet de l'école, le numéro de téléphone, le mail. Donc, n'hésitez pas aussi à prendre contact et ça n'engage absolument à rien, hein, bien évidemment, mais si vous voulez avoir plus d'informations, ça permet aussi justement de savoir où les trouver. Et alors, je vois le support est-il disponible quelque part? Pas pour l'instant, mais il le sera. Comme à chaque fois, les lives, en fait, sont toujours disponibles en replay sur la page YouTube et sur la page Facebook de l'école. Et sur la page Facebook, vous avez aussi un petit encart où justement tous les fichiers, toutes les présentations sont disponibles. Donc, vous pouvez les retrouver, les garder pour vous et voilà, y revenir comme bon vous semble. Vous avez vraiment cette petite partie. Alors, je ne sais plus comment c'est noté sur le groupe, mais vous avez fichier joint ou bref, enfin, document ou quelque chose comme ça. Et vous avez toutes les présentations qui sont partagées avec vous. Merci beaucoup, Maëva, comme d'habitude. C'est clair. Merci, Mélanie. Chouette. Merci, en effet, très intéressant. Bonne soirée. Super, merci Flo. Une bonne hydratation, c'est de grands verres d'eau cul sec ou une succession de petites gorgées durant la journée. Merci Bernard pour cette question. Une bonne hydratation, alors il y a plusieurs règles, ce que j'appelle les règles d'or. Alors sur mes fiches conseils, j'écris OR, E-A-U-R. Pardonnez-moi le peu, parce que oui, en fait, il y a des petites règles à adopter en matière d'hydratation. Il faut savoir que le corps ne sait pas assimiler correctement au niveau, j'ai envie de dire au niveau cellulaire, plus de 200 millilitres d'eau d'un coup. Donc, il vaut mieux boire de petites quantités, mais de manière fractionnée, que de boire cul sec son litron. Là, ça sert à rien. Si on arrive à 18h, voilà, 18h05, on dit oh, mince, j'ai pas bu mon litre et demi aujourd'hui, je vais le boire maintenant. Malheureusement, ça n'aura pas du tout le même effet que si vous le buvez tout au long de la journée. Donc, ça, voilà, la fréquence de la prise est importante. Il y a aussi autre chose qui est intéressant, c'est qu'en fait, on estime qu'il vaut mieux boire beaucoup avant le repas, peu pendant et pas après, pour ne pas perturber tout le processus digestif. Et quand on a soif pendant le repas, généralement, alors en dehors des faits que voilà, ça peut être très épicé, très salé, en dehors de ça, quand on a très soif pendant un repas, très souvent, ça veut dire qu'on n'a pas assez bu avant. Parce que pour fabriquer la bile, mais surtout pour fabriquer les sucs pancréatiques, on n'a pas parlé du pancréas parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, mais le pancréas envoie aussi des sucs pancréatiques en grande quantité et pour ça, il a besoin d'eau. Et donc, on a besoin aussi pour saliver. Bref, en fait, toutes les étapes de la digestion ont besoin de substances aqueuses. Et donc, ils vont venir chercher ça dans nos organes, dans nos cellules, etc. Donc, si on n'a pas bu suffisamment avant le repas, on va avoir très soif. Donc, ça, c'est un signe. Et puis, pas après le repas parce que ça vient diluer les sucs digestifs. Et donc, c'est un peu plus embêtant. Donc, voilà les règles de l'hydratation. Merci Maëva pour ce live super intéressant. Merci. Et merci pour la présentation. En cas de prise de médoc quotidien, quelles plantes peuvent les éliminer? Alors, bon, ça dépend des médocs, ça dépend des plantes. En fait, il y a des plantes qui vont agir sur les cytochromes P450, là, dont on a parlé. Par exemple, alors il y en a une qui paye pas de mine, hein, on n'a pas forcément l'impression, c'est même pas une plante du foie, c'est le millepertuis. On l'utilise beaucoup pour tout ce qui est, alors pour faire très très simple, pour faire très court, antidépresseur naturel. Je mets des guillemets parce que c'est un terme médical, mais voilà, vraiment pour retrouver le moral, l'humeur, on pourrait dire la lumière un petit peu. Eh bien, le millepertuis agit sur les cytochromes du foie, ce qui fait que chez les personnes, par exemple, qui prennent la pilule, ça peut être embêtant parce que la pilule n'est plus efficace. Donc, en fait, il y a des plantes qui agissent sur les cytochromes, même quand ce ne sont pas des plantes hépatiques. Donc, c'est pour ça, alors il y a des compléments aussi qui sont très bien pensés et quand il y a un médicament, on va plutôt sur des plantes qui assurent la protection du foie plutôt qu'un drainage important. Donc, on va peut-être éviter artichaut, radis noir, etc. Mais après, voilà, c'est vraiment de toute façon individuel à chaque fois. Donc, c'est très compliqué de faire une réponse généralisée. Et surtout, on va apporter beaucoup d'antioxydants pour pouvoir... Il y a des complexes qui sont intéressants à base de romarin et d'antioxydants, par exemple, ou d'autres qui contiennent chardon-marie, curcuma, desmodium.
là, on est aussi sur des choses qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, c'est toujours à individualiser, donc c'est dur de répondre comme ça de manière générale. Angelina nous dit: «Bonsoir, j'ai de l'arthrose. Comment faut faire pour se soigner avec, les plantes?» Alors ça, c'est vraiment un sujet aussi qui est très intéressant, qui n'est pas développé aujourd'hui, mais qu'on pourra développer, bientôt, bien évidemment. Et c'est un sujet, oui, qui mérite, un live aussi. N'hésitez pas d'ailleurs à aller sur la page Facebook. Vous voyez très régulièrement des sondages sont proposés. Donc on propose généralement quelques thèmes, mais vous pouvez aussi proposer vos propres thèmes. Je crois d'ailleurs qu'il y avait un thème proposé sur le système ostéo-articulaire la dernière fois et on pourra vraiment, en parler. Merci Maëva, je dois, resuivre la formation, très intéressante. Oui, je sais, c'est un peu dense, mais, voilà, je sais que vous avez aussi le replay et merci beaucoup Maëva, merci Maëva, passionnant, merci. Vaste sujet à approfondir, merci pour toutes ces pistes à explorer. Merci Maëva, au top. Et bien merci à vous tous, vraiment. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir encore à être avec vous aujourd'hui, à voir que voilà, en plus ça vous a plu et que c'est vraiment très chouette. On se retrouve très bientôt pour un prochain live. On se retrouve aussi pour voilà, mes stagiaires par mail ou en coaching. Vous pourrez me retrouver aussi, peut-être même un peu trop, sur les vidéos de la plateforme. En tout cas, voilà, on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à proposer les sujets qui vous plaisent, à voter pour les sujets justement qui vous intéressent. Et comme ça, ce sera aussi le sujet du prochain live. Donc voilà, on a fini pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée, une bonne détox hépatique. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. Prenez soin de vous.